question quand même de cette particularité de savoir. On regarde on verra avec un L'astrophysique a débuté avec la compréhension de l'énergie des étoiles et est contemporaine de la physique nucléaire, donc des années 30 en fait. L'information, elle venait des télescopes optiques et, après la Deuxième Guerre mondiale, de la radioastronomie. Ça découpait en quelque sorte dans l'astrophysique les thématiques qui pouvaient être traitées et modélisées parce que les informations étaient dans le visible ou dans la radio, et puis des champs vierges par manque de détecteurs et par manque de transparence de l'atmosphère. Par exemple, pour les hautes énergies, les photons X et photons gamma, ils n'arrivent pas sur Terre. Très bien. Parfait. Je vous remercie. Le grand directeur de l'Observatoire de Paris, M. Danjon, avait organisé à la demande du général de Gaulle une petite analyse des choses qu'il fallait faire, dans lesquelles se trouvaient Jean-Claude Péquer et Jacques Blamont. Et cette réunion, elle a eu comme effet que, on a défini un certain nombre de choses à faire en priorité, mais il n'y avait personne pour les faire. Une nuit, j'ai vu en rêve ceci. Une sphère, puis ici, un point lumineux brillant, un phare qui émettait de la lumière pulsante, extrêmement intense, que je voyais... Le père de tout ce quoi nous vivons aujourd'hui, c'est Jacques-Émile Blamont, qui avait cette vision de la création de laboratoires spatiaux qui auraient cette capacité d'interagir avec l'industrie aérospatiale et une agence dont il ne dépendrait pas, et pour le développement instrumental, de favoriser ce qui était émergent à l'époque, une coopération avec l'Union soviétique, à une époque de pleine guerre froide, où la France avait vraiment une singularité. Je sortais des bancs un peu poussiéreux de l'université à Paris. Je suis allé voir Blamont à Meudon, parce qu'il avait son laboratoire à Meudon. Dans le service de l'heure, il y avait des antennes partout, et puis c'était un grand monsieur, moi je ne suis pas très grand. J'ai couru après lui parce qu'il fallait que je lui parle. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai dit, il faut que je passe un diplôme pour après être éventuellement professeur. Ok, venez, il m'emmène dans son petit bureau, et puis il me dit, vous commencez maintenant, et puis dans 3 mois, je vous emmène au Sahara. Je n'ai pas connu les fusées sondes, mais Roger Bonnet et ses équipes ont effectivement développé le début du spatial. Donc il y avait une fusée qui s'appelait Véronique, qui est en fait une fusée qui a été faite essentiellement à partir du V2 allemand. D'ailleurs, les gens qui ont construit cette fusée Véronique, ils parlaient presque tous allemand. Il fallait développer une Véronique un peu particulière à ce moment-là, parce qu'il y avait l'année géophysique internationale. Le CNES a été la seconde agence créée après la NASA, au tout début des années 60, avec la volonté d'inclure au spatial la recherche scientifique. Le CNES est une agence qui a la capacité de recevoir de l'argent de ses tutelles et de le distribuer, mais de le distribuer d'une manière telle que, à la fois des laboratoires spatiaux existent, une industrie aérospatiale se développe, et l'essentiel de ce que l'on voit aujourd'hui encore, c'est l'héritage de cette volonté créée dans les années 60 et 70. Il y a eu quelques événements en mai 68, en France, dans l'université et dans les laboratoires également, qui ont fait qu'un certain nombre de gens de le service d'aéronomie ont fait, si j'ose dire, sécession. Voilà. Ces gens, dont j'étais donc, emmenés par Roger Bonnet, ont eu le soutien de la communauté et des organismes, notamment du Centre national d'études spatiales, pour fonder un nouveau laboratoire donc, qui s'est appelé le Laboratoire de physique stellaire et planétaire. Le CNES était très très inquiet parce qu'il y avait le premier satellite français qui était en développement, il s'appelait D2A, il était en développement à Verrières. Donc il avait peur que les
les contestataires, comme disait Blamont, ne fassent une opération de boycott pour empêcher le satellite de partir. Donc, et ça, c'était une affaire importante pour le CNES, c'était très politique, etc. Donc il était important que ça parte, et que ça marche bien. Les laboratoires venaient d'être séparés, donc il y avait quand même encore une ambiance un peu, je dirais, entre guillemets, révolutionnaire, c'est-à-dire que il y avait un laboratoire qui était resté avec l'ancien directeur et puis des chercheurs qui avaient frondé, si on peut dire, et qui avaient créé le LPSP. Les deux labos cohabitaient au sein du fort de Verrières. On descendait en sous-sol, les bureaux étaient voûtés, c'était des murs en pierre, enfin voilà, donc c'était vraiment, quand on disait le fort de Verrières, c'était vraiment un fort. On savait qu'on ne pourrait pas rester là. Et deuxièmement, on avait besoin d'ouverture. Nous étions loin de l'université, loin des étudiants, loin d'autres équipes, loin d'autres chercheurs. Il manquait cet apport des idées neuves, etc. Et puis aussi la possibilité d'enseigner et de récupérer des thésards aussi. Il y avait une vision un petit peu, généreuse et peut-être un peu idéaliste aussi, je ne sais pas. Un gros laboratoire comme celui-là, très technique, ne pourrait pas perdurer s'il n'ouvrait pas sur d'autres champs scientifiques que le Soleil ou la physique solaire ou la physique des étoiles, je dirais au sens large. Et je pense que le directeur Roger Morris, donc, qui lui était un solaire pur, physique solaire pure, avait déjà bien entendu vu ça. Il nous semblait que cette structure de laboratoire propre du CNRS, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait le bénéfice d'être irrigué par le tissu de recherche qu'il y a dans les universités. Je connaissais effectivement les gens du LPSP, puisque j'avais travaillé avec eux sur la Manip Aglaé. On avait fait une réunion, et puis en rentrant de la réunion, on se disait, mais il faudrait effectivement faire un grand institut d'astrophysique spatiale. Il y avait Richard Gispert, Jean-Michel Lamarre, je ne sais plus s'il y avait François Pajot. On a repris cette idée, Richard Gispert, Jean-Pierre Bibring et moi, en amenant aussi les chercheurs des thématiques scientifiques qui n'étaient pas représentés au LPSP, une équipe qui faisait la science planétaire et puis une autre équipe qui faisait science de la partie interstellaire et éventuellement à terme cosmologie. Nous avons une dizaine de laboratoires spatiaux en France. Au moins un d'entre eux, le LPSP, essayons de voir comment il pourrait servir de matrice, de base, à un ensemble plus peut-être exemplaire de laboratoires qui auraient cette capacité de travailler en même temps, non pas sur une mission, mais sur 2 ou 3 missions, qui pourraient effectivement affecter des communautés différentes, c'est-à-dire pas uniquement la physique du Soleil, même pas uniquement la physique des planètes, mais aussi la cosmologie, en faisant venir quelques scientifiques qui pourraient effectivement bénéficier de cet apport technologique et scientifique du LPSP. Je me souviens de discussions chez Jean-Pierre Bibring, par exemple, où on a vraiment dit il faut qu'on essaye de présenter ça aux autorités. Et donc j'ai pris rendez-vous avec Michel Petit, qui dirigeait l'INAG à l'époque, et il a tout de suite dit c'est une excellente idée, je vais te confier la présidence de ce groupe pour la partie scientifique. Alors il avait mis il y avait Pierre Léna, il y avait Roger Bonnet. On a évalué le coût et essayé de faire un montage financier pour un institut d'astrophysique spatiale avec une station d'étalonnage et de test qui utiliserait le rayonnement synchrotron. En quelques mois, nous avons construit cette structure-là. Il y a eu 2 rapports qui ont été faits en parallèle, l'un par Jean-Loup Puget, l'autre par Alain Soufflot, à la demande et du ministère et du CNES et du CNRS. Et très rapidement, nous avons obtenu l'accord de nos tutelles, et en particulier du Bercurien, qui est devenu, de président du CNES, il est devenu ministre de la Recherche, de Roger Bonnet, qui, de directeur du LPSP, était devenu directeur scientifique de l'Agence spatiale européenne. Je crois que c'est en 1984, je vois qu'on m'a demandé un rendez-vous pour parler avec des gens de Verrières. Les gens de Verrières, c'était Gispert et c'était Bibring. En me disant, voilà, on aimerait bien
faire démarrer un projet qui consisterait à construire un nouveau bâtiment à Orsay pour transporter le LPSP. Alors j'ai dit, vous êtes drôlement ambitieux parce que trouver de l'argent pour faire ça. Et ils se sont débrouillés. Alors ils m'ont demandé si j'acceptais ça. Ils m'ont demandé des renseignements, des conseils aussi. Et puis c'est parti de là. Alors moi j'ai été très content parce que c'est ce que j'avais essayé de faire et que je n'avais pas réussi à faire. Nous avons choisi d'installer notre institut d'astrophysique spatiale sur le campus Orsay pour plusieurs raisons associées avec l'ambiance scientifique et pédagogique, mais aussi en particulier d'être d'à côté de la facilité du lieu. Alain Gabriel est donc devenu directeur de l'Institut d'astrophysique spatiale, donc, alors que nous étions encore à Verrières, hein, n'oublions pas. Alors pourquoi aller chercher un Anglais? C'est bizarre. Bon, il était volontaire. Dès l'instant qu'il y a eu la rumeur selon laquelle on cherchait un directeur, non seulement pour diriger, mais avant tout pour construire l'Institut. Hein. Il était à construire. Alors, il y avait un labo, certes, mais le labo, c'était le LPSP, donc il fallait le construire administrativement, scientifiquement, etc. Il y a eu un appel à candidature et ont candidaté des gens qui sont venus finalement consulter le personnel du LPSP. J'ai vu 2 de ces candidats qui ont demandé à me voir comme d'autres, c'est-à-dire qu'ils ont souhaité voir un certain nombre de membres du personnel du LPSP. Donc Pierre Lénat, qui était quelqu'un d'éminent, un scientifique éminent en astro à l'Observatoire de Meudon, et plus que ça d'ailleurs au ministère. Et puis, un candidat anglais qui était au Rutherford Appleton Laboratory en Angleterre, que peu de gens connaissaient. C'était un physicien des hautes énergies, je crois, Alain Gabriel. Pierre Lénat, je pense, avait été beaucoup sollicité par Jean-Loup Puget, enfin les gens d'ici, parce qu'il avait été scientifiquement, je dirais, c'est lui qui a fait coaguler l'affaire. Moi, j'ai eu l'impression que Pierre faisait cet acte de candidature pour faire plaisir à l'équipe qui avait vraiment fait la synthèse de tout ça pour amener à l'IAS. Nous avons 3 domaines un peu séparés de l'intérêt scientifique. Le premier, c'est... Par contre, Alain Gabriel, lui, arrivait et il voulait vraiment monter un laboratoire spatial de grande envergure, au sens où il y aurait effectivement plusieurs thématiques scientifiques et surtout qui pourraient candidater aux grandes manips de l'ESA. Donc, voilà. Et donc, l'aspect industriel n'est pas absent. Choc, température extrême, vibration. Dans l'industrie aérospatiale, avant qu'un satellite parte dans l'espace, il a un certain nombre de tests qu'il doit subir. Une partie de ces tests-là, les instruments doivent les subir aussi. Ça doit être inclus dans les protocoles d'étalonnage d'un instrument. Il a fallu vraiment concevoir, créer, inventer quelque chose qui n'existait pas en France, qui est une structure qui permettrait réellement à un instrument d'être le plus performant possible à travers l'étalonnage. Il a fallu très rapidement, à l'échelle de quelques mois, mettre sur pied des structures qui ont pensé ce que voulait dire fabriquer une station d'étalonnage qui répondrait, dans la diversité des champs scientifiques auxquels s'adresserait après, à l'ensemble des contraintes de manière la plus féconde. Il y avait l'idée de nous rapprocher notamment de la physique des particules, une idée super excellente, puisqu'on l'a vu avec Planck, on voit bien que la cosmologie ne relève pas uniquement de l'astronomie, elle relève évidemment de la physique et de la physique des particules en particulier. La création d'un institut de ce type-là, étant scientifiquement approuvé et fondé, il y avait effectivement d'ailleurs une loi de décentralisation qui aurait pu dire à juste titre il faut mettre ce laboratoire à Toulouse, où il y avait déjà un gros laboratoire spatial. Il a fallu trouver des arguments pour expliquer que la région parisienne, et Orsay en particulier, était le lieu. Et il y a tout d'un coup un argument qui est arrivé et qui a bien sûr rempli sa condition.
On a créé à Orsay un laboratoire qui s'appelait le laboratoire d'utilisation du rayonnement électromagnétique, le LUR, qui utilisait précisément l'accélérateur linéaire et son faisceau d'électrons comme source de rayonnement. Cette source de rayonnement très intense était absolument unique en France et a une caractéristique fondamentale, c'est que non seulement elle est très puissante, mais on connaît parfaitement son spectre en énergie. En d'autres termes, si vous voulez étalonner un instrument avec un flux de particules que vous connaissez très bien, surtout dans le domaine des grandes énergies, donc des courtes longueurs d'onde, mais ça va jusqu'à l'infrarouge, eh bien ce rayonnement-là, il est absolument unique et indispensable. Donc, accepter que l'IAS soit Orsay, c'était accepter qu'il soit construit à proximité du rayonnement électromagnétique. Le problème, c'est que de part et d'autre de l'accélérateur du linéaire, il y avait une route de chaque côté, et la seule possibilité qui nous a été offerte, c'était de prendre l'une des deux routes. Et effectivement, l'une des deux routes est celle dans laquelle on a construit la station d'étalonnage. Le seul problème que l'on avait, c'était qu'on souhaitait que la station d'étalonnage soit le cœur d'un laboratoire qui soit autour. Et donc, pendant pas mal de semaines, de mois, on a essayé d'obtenir que le fameux bâtiment 105, qui était un bâtiment de l'Institut de physique nucléaire, nous soit cédé ou prêté par Xavier Tarago, qui dirigeait l'IPN de l'époque, pour l'inclure dans la structure. C'était impossible. Et comme c'était impossible, eh bien Hubert Coudan, un président de l'université de l'époque, nous a dit « Écoute, ils ne veulent pas donner le 105, tu leur laisses, je n'ai pas de pouvoir dessus, ça appartient à l'IN2P3 à travers l'IPN. » Mais à 100 mètres de là, sur la petite colline, c'est un terrain de l'université. Nous, université, on vous donne ce terrain-là. Alors vous aurez deux bâtiments, un bâtiment pour la station d'étalonnage. Le bâtiment des bureaux sera un peu séparé. Ce n'est pas le mieux, mais ça permet à l'IAS de démarrer. Ah, il y en a un qui a oublié de mettre une rondelle là. Et puis on laisse éteint. Stop. Mais il a fallu, nous, qu'on rajoute quelque chose, qui est l'étalonnage scientifique propre des instruments. Et c'est là que non seulement il a été difficile de s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs, parce que ça se faisait peu, mais beaucoup à l'extérieur, au contraire, se sont inspirés de ce qui a été conçu ici. Et certains des étalonnages qui ont été réalisés à l'IAS sont devenus absolument exemplaires. L'un d'entre eux, bien sûr, est l'étalonnage des bolomètres de Planck, de l'instrument HFI de Planck, qui a réalisé une première qui n'a jamais été re-réalisée d'une manière équivalente ailleurs sur Terre. Les données de SOHO arrivent en temps réel à l'IAS, où elles sont analysées et traitées. Elles conduiront à de nouvelles découvertes. Là où j'ai commencé à mieux connaître Alan Gabriel, c'est justement à travers la préparation et la réalisation de ce centre de données dit MEDOC, MEDOC voulant dire Multi-Experiment Data Operation Center, mis en place à cette époque au moins pour le satellite SOHO, et qui était avant tout un satellite de l'Agence spatiale européenne avec des instruments avant tout européens, mais avec une participation américaine à la fois instrumentale et à la fois, disons, opérationnelle. Et c'est là que l'Agence spatiale européenne s'est aperçue qu'il y avait peut-être un problème parce que le centre de gravité des opérations, il était aux États-Unis. Pour une mission qui avait été essentiellement financée par l'Europe, c'était pas très super futé. Donc, elle a émis l'idée d'installer un centre européen d'opération. Eh bien, le choix s'est porté finalement sur l'Institut des Canaries. Il fallait que les Européens de Max Planck, les Anglais, etc., disent « oui, nous irons aux Canaries, puisqu'il fallait aux Canaries ». Et ils ont dit « non, nous n'irons pas aux Canaries ». Et du côté ESA, ils ont dit « il n'y aura pas de tel centre ». Nous sommes allés voir le CNES en disant « on se propose comme centre d'opération ». Et le CNES a dit oui. Donc c'est devenu un projet français et un projet IAS. Bon, l'université avait déjà mis 1 million de francs pour le laboratoire lui-même. Il avait été prélevé sur le budget des laboratoires. Alan Gabriel a expliqué que ça allait être un centre d'opération, un centre vivant avec beaucoup de visiteurs de pays étrangers, etc., international. Et il a même ajouté, et probablement nous mettrons une antenne sur le toit. L'université a joué le jeu, la région aussi, etc. Dans l'astrophysique, il y a deux démarches. On observe des objets, on fait des observations, on corrèle certaines propriétés, et puis on fabrique les théories après. C'est ce qui s'est passé pour la compréhension de l'évolution des étoiles
La cosmologie, si j'anticipe en parlant de Planck, la théorie a précédé les observations. Il y a vraiment un continuum d'activités. Depuis les concepts les plus abstraits jusqu'à la modélisation qui finalement correspond à traduire ces concepts abstraits en des observables. Ce qui est assez amusant, c'est que finalement on travaille ensemble avec une tournure de pensée et aussi avec un jargon, avec un langage qui est différent. Alors effectivement, il y a cette première phase de « faut qu'on se comprenne ». Parfois il y a des jargons un peu différents. Certains travaillent plutôt justement sur l'état évolué de ces graines, les grandes structures, les galaxies, la toile cosmique. Et certains travaillent beaucoup plus avec des observations et l'interprétation des observations, quand moi ça va être plus sur des aspects théoriques. Parfois des théoriciens inventent des nouveaux modèles, explorent des nouvelles pistes, ce qui va nourrir des campagnes d'observation, dire ah bah tiens, je vais essayer d'aller chercher cette prédiction dans les données, ou je vais éventuellement essayer de concevoir une manière de les mesurer. Et puis parfois, il y a aussi l'effet inverse, on prévoit d'observer tout un tas de choses, puis on commence à observer des choses inattendues, et puis là, les théoriciens c'est le cheminement inverse, c'est une observation inattendue qui va nourrir un travail de théoricien. On pourrait penser qu'en tant que scientifique, seul compte ce qu'on observe, ce qui est observable, et ce qui est mesurable. Mais ce serait passé à côté d'une réalité qui est tout à fait, qui dit exactement le contraire, c'est qu'on ne cherche à mesurer que ce sur quoi on a une théorie. Le modèle d'une comète sur lequel on s'appuyait, c'était que la comète était une boule de neige sale. IKS, qu'on a embarqué sur une sonde Vega, il y avait un canal image qui était destiné à mesurer la température dans l'infrarouge du noyau de la comète de Halley. La température à laquelle on a abouti, qui est une température d'environ 400 Kelvin, c'est-à-dire de plus de 100 degrés Celsius, même pour de la neige sale, 400 degrés Kelvin, c'était très chaud. Le retour à la théorie, eh bien, c'est que une fois ces données acquises, il fallait faire des hypothèses et aussi avoir des mesures dans d'autres domaines de longueur d'onde. Évidemment que grande partie de mes travaux théoriques, je ne vais pas spécialement interagir avec quelqu'un qui fait de l'instrumentation, mais parce que il y a plein d'aspects où on est vraiment les mains dans le cambouis, et là j'interagis plutôt avec des collaborateurs qui sont aussi théoriciens. Mais à un moment, si on prend encore une fois l'exemple de la plus vieille lumière de l'univers, il faut des modèles théoriques pour interpréter ces observations, il faut tout un tas de techniques d'analyse de données de ces observations pour en tirer un maximum d'informations, il faut tout un tas de gens qui soient capables de concevoir ces instruments, de comprendre leur manière de fonctionner, parce que ce sont des instruments de niveau de précision extrême, et c'est pas, il ne suffit pas d'un manuel utilisateur, c'est des dizaines d'années de développement. Un vrai théoricien, on ne le voit pas sur une manip. Alors il est là, dans une équipe scientifique, hein. Mais bon, j'allais dire, son but à lui, c'est de faire en sorte que, pour faire simple, ces théories soient vérifiées. Donc, des objectifs scientifiques définis, durs, et donc débrouillez-vous, les instrumentalistes, pour nous faire ça. Alors, après, il y a une catégorie de gens qui est très importante, c'est le chercheur instrumentaliste. C'est-à-dire, c'est un scientifique aussi. Il peut être un peu théoricien, bon, on a le droit de toucher à tout. Dans un labo spatial, vous pouvez avoir des gens, des scientifiques qui ont un profil plus de modélisation, c'est-à-dire de la théorie, mais beaucoup plus proche des données. Comment exploiter au mieux le contenu des données? Vous avez le scientifique expérimentaliste qui va être directement en lien avec l'étalonnage de l'instrument et qui, lui, est très proche de l'équipe technique. Vous avez donc tout ce spectre qui, finalement, renforce ce lien entre équipe scientifique et équipe technique qui est vraiment au cœur du concept même de laboratoire spatial. Ça part de questions auxquelles on veut répondre. Donc de tester une théorie, par exemple,
ou de vérifier une observation, quelque chose qu'on suspecte, d'essayer d'observer quelque chose qu'on suspecte exister mais qu'on n'a pas encore observé. Donc essayer de répondre à une question. Et donc en général, les premières ébauches commencent par des discussions entre scientifiques qui peuvent être à la fois des purs théoriciens ou modélisateurs et des gens comme moi qui vont être plutôt du côté instrumentation. Voilà. Et ce qu'on montre ici, c'est que c'est une vision nouvelle, quoi. C'est quelque chose d'autre. L'univers interstellaire, c'est quelque chose. Et donc son rôle est très important parce que c'est lui qui va permettre de faire comprendre aux théoriciens qu'on fera ce qu'on peut, donc on fera bien, mais ça, sinon c'est dans 10 ans, donc sinon on ne fait pas. Est-ce que ça suffit? Et qui pourra parler aux ingénieurs, aux techniciens aussi, en leur faisant comprendre que là, il faut vraiment y aller, un grand coup, sinon la manip, elle vaut rien. Donc, il y a une passerelle, bon, en général c'est un chercheur, mais ça peut être aussi un ingénieur qui s'est mis à faire de la science. Enfin, bon, il y a une passerelle très importante. Il y a toute une phase en général où on décante les idées, où on exclut les choses qui seraient très intéressantes, mais où on se dit ça c'est vraiment très difficilement faisable, et puis puis on écarte les choses qui seraient relativement facilement faisables, mais pas intéressantes. Donc on essaye de trouver le compromis entre essayer de pousser un peu la technique dans ses retranchements, mais sans aller vers des choses complètement infaisables, et de garder des objectifs scientifiques de haut niveau pour pas construire un instrument qui au final ne fasse pas vraiment avancer les choses. Donc la cohabitation, heureusement, elle est, j'allais dire, complexe et un peu conflictuelle, mais c'est aussi comme ça que chacun admet qu'on peut faire, alors, on peut faire moins, probablement, pour le théoricien, mais on peut faire beaucoup plus pour les équipes techniques, qui, au départ, j'allais dire, lèvent les bras au ciel en disant « mais ça, c'est pas possible ». Un instrument à bord d'un satellite, il a un ensemble de ressources limitées, qui sont principalement le poids, la consommation électrique, la quantité de mémoire dans laquelle il peut déverser les données qu'il produit, et ensuite, un dernier élément qui est important, c'est le débit entre le satellite et la Terre, c'est-à-dire le canal descendant qui ramène de l'information à la Terre. Pour l'instrument MAGIS sur la mission JUICE qui va aller sur Jupiter, le débit sera très faible vu que Jupiter est très loin de la Terre. Les observations avec l'instrument MAGIS, elles vont se dérouler en fait en deux phases. Une phase où on va observer, tel qu'on ferait si l'instrument était proche de nous, au mieux, les choses les plus intéressantes, etc., etc. Mais on sait pertinemment qu'on ne pourra pas récupérer toute cette masse d'informations. On ne pourra en récupérer qu'une partie. Et donc, à partir d'une micro-vision de ce qui a été acquis, on va sélectionner ce qu'on va descendre comme information complète, et puis tant pis, on abandonnera tout un ensemble de données. Sachant que la mémoire de bord, elle est commune et partagée avec tous les autres instruments, et que les autres instruments vont avoir les mêmes stratégies. Et donc, il y aura une compétition, il y a une allocation de la mémoire de bord qui est faite entre les différents instruments en fonction de ce qu'ils font, de leurs besoins, etc., pour que chacun ait sa part de mémoire de bord. Pourquoi sur Planck on est arrivé aux très basses températures à 100 milliK? Tout simplement parce que pour couvrir la science prévue, donc depuis avant Planck, pour des raisons qui sont purement physiques, on ne peut pas avoir autre chose que des détecteurs, donc des machins qui regardent le ciel, qui soient aux alentours de 100 milliK. Alors, on peut être un petit peu plus chaud que ça, mais on dégrade la résolution, c'est moins bon et tout. 1 Kelvin, c'était pas la peine. La granularité de ce fond qui est prédite pour engendrer les galaxies et les amas de galaxies sont de l'ordre de centaines de micro-Kelvin. Donc au lieu de travailler à 2 Kelvin, on savait qu'il fallait travailler à peu près à 1/10 de degré au-dessus du zéro absolu, avec des bolomètres, de façon à pouvoir détecter cette granularité qui était prédite. Mon premier job à l'Institut d'astrophysique spatiale, ça a été de travailler sur les étalonnages de Planck. On a conçu une machine qui pouvait descendre jusqu'à 1,6 Kelvin en étant stabilisée et qui répondait a priori bien
aux demandes des scientifiques pour étalonner leur instrument. Bon, il y avait entre 10 et 15 personnes qui travaillaient là-dessus. Hein. Donc, par contre, on a tout conçu de A à Z. On est parti d'une feuille blanche et on a tout reconstruit derrière, que ce soit les armoires électrotech, le vide, on a tout refait. Il faut qu'on connaisse l'instrument et que les scientifiques sachent exactement ce que va faire l'instrument quand il sera dans le vide. Tout ça pour une raison bien simple et bien particulière, qui est évidente. Un satellite, une fois qu'il est parti, il est parti. Donc il faut que notre instrument soit parfait, fiabilisé, connu, avant d'être envoyé. Une manip spatiale passe par tout un processus de qualification qui va être, par exemple, de tests de vibration qui vont simuler ce que va ressentir l'instrument pendant le lancement d'une fusée, qui est quelque chose d'assez traumatisant en fait. C'est bruyant et ça vibre. Donc ces instruments délicats, on les met en fait en haut d'un grand pétard qui fait beaucoup de bruit et qui bouge beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment plus critique que pour le développement d'instrumentation au sol, pour lesquelles on va pouvoir se permettre de faire quelque chose qui est pas forcément, qui va moins être 100% disponible, qu'on va pouvoir réparer, améliorer. Là, il faut que ça marche du premier coup et que ça marche pour des années. Donc on fait du extrêmement performant, mais extrêmement endurant. Donc c'est le point le plus difficile à atteindre. Mais c'est ce qui est nécessaire quand on veut faire des manips de pointe dans le domaine spatial. Dans le domaine des missions d'exploration spatiale liées à la planétologie, la grande spécialité de l'IAS concerne plutôt la spectroscopie infrarouge. Et c'est une technologie qu'on n'a pas arrêté en fait au laboratoire de développer et pour laquelle on n'a pas arrêté d'innover en fait depuis la création de l'IAS. Et donc maintenant, l'une des spécialités, c'est les spectroimageurs et les micro-spectroimageurs, donc qui permettent maintenant non seulement d'avoir des mesures spectroscopiques donc dans le domaine de l'infrarouge sur des surfaces assez vastes d'une planète ou d'un astéroïde ou d'une lune donnée, mais aussi de la spectroimagerie sur des échantillons plus petits, entre autres des poussières qui peuvent être collectées sur place, par exemple, ou alors ensuite ramener sur Terre. Aujourd'hui, les agences spatiales ont très clairement comme objectif que les données qui sont produites, elles soient accessibles le plus rapidement possible, d'une manière aisée et au plus grand nombre. Il y a tout un ensemble de données des premiers satellites ou des premières missions spatiales qui sont aujourd'hui complètement inintelligibles. Quelque part, il y a peut-être encore des bandes qui sont stockées avec des données de telle ou telle sonde des années 70 ou 80, mais il n'y a plus aucun équipement qui est capable de relire ces bandes. C'est une préoccupation de tous de conserver l'information et de la faire évoluer au fur et à mesure des évolutions technologiques et des avancées de l'informatique pour qu'elle reste dans un environnement qui soit au goût du jour. C'est une des complexités des projets spatiaux, c'est qu'on conçoit un instrument 10 ans avant son lancement. Il peut se dérouler 10 années durant lesquelles l'instrument n'est pas en opération, mais il est simplement en train de voyager à travers le système solaire pour arriver à destination. Et ensuite, il peut fonctionner pendant un certain nombre d'années à poste. Ce qui fait qu'on peut se retrouver à avoir un instrument qui produit des données avec des objets informatiques qui ont été conçus 25 ans auparavant. Et quand on sait les progrès réguliers de l'informatique, 25 ans, ça veut dire un certain nombre de générations informatiques qu'on sait ne pas être toutes compatibles entre elles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc ça, c'est quelque chose dont il faut se méfier et être attentif dans la vie d'un projet spatial, c'est à bien avancer au fur et à mesure dans les sauts technologiques pour que la compatibilité de ce qui a été conçu à l'époque soit conservée et qu'on puisse continuer à opérer les éléments. Et ensuite, après, dans la vie des données, eh bien, il faut continuer ce travail d'actualisation des supports, d'actualisation des outils logiciels qui sont capables de lire et d'interpréter les données pour continuer cette mise à disposition.
en mars 83, et j'ai lancé un appel à tous les scientifiques, y compris les Américains, pour dessiner un programme de l'ESA. Et ce programme a été fait grâce à l'activation des scientifiques à qui on a demandé « qu'est-ce que vous voulez faire ?» Ce que nous souhaitions quand nous avons créé l'IAS, c'était être capable de tenir, comme on dit, tous les bouts de la chaîne d'un programme spatial, depuis la conception en amont, c'est-à-dire le développement par recherche et développement, recherche et technologie, R&T, des technologies dont on aura besoin dans 5, 10, 15, 20 ans pour que l'ambition scientifique soit en accord avec un défi technologique dont on aura démontré la pertinence et la capacité de le surmonter. On veut être capable de faire de la R&T, puis ensuite de répondre aux appels d'offres pour être sélectionné sur une mission, puis ensuite de développer l'instrument lui-même, qui est le cœur, jusqu'à l'étalonnage, puis ensuite de faire les opérations dans l'espace, puis pour l'acquisition des données, puis ensuite acquérir effectivement les données, les archiver et faire tout le travail scientifique autour de ces données jusqu'à l'interprétation, la publication des résultats et ensuite leur popularisation. On a dessiné une espèce de château fort dans lequel il y avait des pierres angulaires et puis des petites fenêtres qui étaient des missions plus petites. C'était Herschel, grosse mission d'infrarouge dans le domaine submillimétrique. C'était SOHO, le satellite d'observation solaire. C'était une mission qui devait regarder les comètes, c'est devenu Rosetta. Et puis l'autre, c'était la mission Cluster, qui regarde le champ magnétique de la Terre dans la magnétosphère. L'IAS a été impliqué dans la quasi-totalité des grandes missions européennes en particulier, mais également à beaucoup de projets en collaboration avec la NASA, le Japon et d'autres agences, la Russie et d'autres. Donc effectivement, on est vraiment de plein pied là-dedans. La planétologie n'est pas le seul secteur scientifique. Il y a aussi de la physique solaire et de l'astrophysique, en particulier la cosmologie et les milieux froids, les gaz. Et ça permet à l'IAS de s'adapter aux montées en puissance ou aux phases un peu plus faibles dans chacun des trois secteurs pour continuer à avoir un plan de charge particulièrement intéressant, non seulement pour les équipes scientifiques, mais pour les équipes techniques. Alors comment ça marche tout ça? Pour bien se positionner, il faut deux éléments. D'abord, des atouts scientifiques, c'est-à-dire des porteurs de projets qui sont reconnus dans leur domaine comme étant capables de mener ces projets et de les exploiter scientifiquement. Donc il faut des bons scientifiques et des scientifiques reconnus. Mais il faut aussi des compétences techniques. Il faut que vous soyez reconnu comme ayant une compétence spécifique qui vous place devant ou bien par rapport à d'autres laboratoires concurrents en France, en Europe, voire dans le monde. Quand il s'agit d'une mission américaine, il faut réussir à se placer devant les laboratoires américains du même genre. Et de ce point de vue-là, c'est le labo spatial comme l'IAS qui peut apporter ces deux compétences ensemble. Au laboratoire, on tient absolument à ce qu'un projet scientifique soit soutenu par une équipe. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire une pige, s'impliquer pour réaliser un instrument qu'on ne va pas utiliser après ou pour lequel il n'y aura pas de scientifique impliqué. Donc déjà, les choix des manips sur lesquels on s'implique est conditionné par le choix des scientifiques. Au sein des équipes scientifiques, il y a un travail de prospective pour voir quels sont les projets intéressants pour la science à développer, quelles sont les techniques qu'on maîtrise au laboratoire qui pourraient apporter quelque chose à ces projets-là. Et donc les équipes remontent vers la direction technique, leur demandent de voir s'impliquer dans des projets. Alors après, on fait une évaluation en interne avec cette fois-ci les chefs de service techniques pour voir quelles sont déjà les compétences qui sont au laboratoire, les métiers qu'on va pouvoir impliquer dans le projet, les disponibilités en fonction du plan de charge en cours, et puis les intérêts, les souhaits des agents de travailler plutôt dans tel type de projet ou sur telle activité ou plutôt tel autre type. Et puis, une fois qu'on a toutes les cartes en main, on recherche le consensus, en général au niveau d'un groupe composé de la direction technique, plus les responsables des équipes scientifiques et les chefs de service technique. Par rapport à cette séquence qui va permettre de faire aboutir un projet, il faut bien voir qu'on est dans le temps long. Et typiquement, ça peut prendre jusqu'à 30 ans.
En amont, vous pouvez déjà avoir ce qu'on appelle la recherche et développement. C'est-à-dire le labo met en place les moyens d'avoir des compétences de pointe qui vont vous permettre d'être sélectionné par rapport à la concurrence. Ensuite, les scientifiques et les équipes techniques, surtout les scientifiques, doivent promouvoir un projet. Il faut voir que dans le contexte européen, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Pendant toute la période 90-2020, typiquement, il y avait des types de projets, les missions moyennes, pour lesquelles vous aviez jusqu'à 40 propositions pour une mission retenue. Le taux de succès est faible, mais fort heureusement, les bons projets ne meurent jamais, vous pouvez les reproposer, ils peuvent être repris par une autre agence. Même à l'Agence spatiale européenne, vous avez par exemple un projet comme Plateau, qui avait été proposé dès 1996 sous un autre nom. Et il est passé en 2016. Donc tout espoir n'est pas perdu, mais parfois il faut insister. Alors l'une des méthodes, c'est de se mettre de l'autre côté de la barricade. Les scientifiques ont tout intérêt à se positionner aussi dans les comités qui vont sélectionner les projets. Non pas pour défendre uniquement leur bout de gras, mais pour être impliqués dans ce processus de choix. En général, quand on est directeur de laboratoire, on a souvent un rôle, on se positionne en tout cas souvent comme médiateur, avec des points de vue relativement compliqués, c'est-à-dire par exemple le laboratoire qui dit on a besoin de telle chose pour faire tel projet, on a besoin de personnel, il y a un tel et un tel qui partent en retraite, il faut les remplacer, et les tutelles qui nous expliquent comment nous en passer. Avec les agences, c'est un petit peu différent parce que les agences ne sont pas tutelles, au sens où les personnels qui sont dans les laboratoires n'appartiennent pas aux agences. Un peu pour faire le parallèle avec la vie de tous les jours, un architecte qui réalise une maison pour un client. C'est le client qui paye, avec une petite difficulté qui est que quand on a une maison avec un architecte, c'est la personne qui paye l'architecte qui va utiliser la maison. Alors que là, quand le CNES nous fait réaliser un instrument, c'est pour que ce soit nous qui l'utilisions. Peut-être pas utile. Quand tu regardes... Et donc c'est dans spacify.py, c'est tout. Il a fallu, depuis le début, penser quelle structure donner à ce laboratoire, quelle organisation donner à ce laboratoire, et ce que l'on a proposé à l'époque provient effectivement de l'héritage dont on bénéficiait, qui était l'héritage du LPSP. Au LPSP, au service d'aéronomie, il était clair qu'il fallait des équipes qui soient formées et qui soient efficaces lors de la préparation d'une expérience. Quand cette expérience était terminée, les chercheurs étaient au travail, mais les techniciens n'y étaient pas. Donc ils passaient sur une autre expérience. Le problème, c'est quand il y avait deux expériences en parallèle, toujours avec le même nombre de techniciens. On a voulu avoir ce qu'on appelle une structure matricielle, où en parallèle, tous les services existent, les projets existent, et en fonction de la contingence, de ce que le projet va nécessiter à un moment donné, on va les puiser dans les services, mais les services ont une capacité multitâche, si je dirais, ou multimission, qui demeure. Et puis n'oublions pas aussi l'aspect suivi industriel, qui existe quasiment partout, parce que l'électronique, même si on sait la faire, on ne la fait pas, hein, parce que c'est un industriel qui sait faire de l'électronique spatiale. Alors on peut peut-être faire des petits bouts, mais aujourd'hui non. La cryogénie, on est allé très loin avec l'air liquide pour qu'il puisse savoir faire ça, et mieux que nous, je dirais, parce que nous, on n'avait pas les forces. Hein. Mais on était là, je peux vous dire, ça a été vraiment des équipes intégrées, ça c'est formidable. Et ainsi de suite, donc on a bâti, étape par étape, avec un plan de développement. Là, on rentre un peu dans ce qu'est un projet, il y a tout un tas de plans, il y a un plan qualité, un plan de développement, et on essaie de les suivre, voilà. Et puis, je ne vous raconte pas, à chaque fois que ça ne va pas, ce qu'il faut faire, le dire à l'ESA par une fiche, enfin des choses comme ça. Mais c'est comme ça qu'on gère un projet et qu'on va jusqu'au bout. Alors c'est vrai que l'équipe de direction, elle est matérialisée par son directeur, c'est celui qui signe partout, c'est celui qui a la main sur tous les sites pour valider tout ce qu'on fait dans la vie du laboratoire. Mais les grosses décisions, en fait, elles sont prises avec une équipe de direction, et même nous, à l'IAS, avec ce qu'on appelle une équipe de direction élargie, c'est-à-dire l'équipe de direction, directeur adjoint, administratrice, et l'ensemble des responsables d'équipes scientifiques. Et quand il y a des décisions techniques fortes à prendre, l'ensemble des équipes techniques aussi, des responsables d'équipes techniques. Nous avons des relations de proximité aussi bien avec les chercheurs qu'avec les équipes techniques.
En fait, on travaille avec eux en permanence, puisque c'est nous qui allons gérer tous les crédits qui vont servir à approvisionner le matériel, à gérer les ressources humaines. On va assurer la totalité du processus d'achat, c'est-à-dire qu'on va vérifier s'il y a les crédits. Ensuite, on va passer les commandes, on va les envoyer, on va faire le suivi des délais auprès des fournisseurs. Ensuite, on va réceptionner le matériel, on va vérifier avec les équipes techniques qu'il est bien conforme à ce qui a été commandé, et ensuite on va suivre la facturation. Par rapport à ce contexte, où vous avez donc des temps longs, des choix tous les 3-4 ans, des opportunités sur d'autres missions qui se matérialisent ou non, comment est-ce qu'un chercheur se positionne dans ce contexte? Clairement, il faut préparer les projets qui ont été approuvés, préparer aussi les futurs projets qu'on va proposer pour la suite, exploiter les projets précédents. Alors pour les équipes techniques, c'est un peu différent dans la mesure où leur participation majeure, c'est dans la phase de réalisation de l'expérience. Après, il y a aussi une participation dans la phase d'exploitation, parce qu'il faut qu'il y ait des ingénieurs plutôt orientés informatique qui vont préparer les commandes, préparer la réception des données et leur mise à disposition des équipes scientifiques. C'est très difficile que tout ça s'articule parfaitement, que les coups de bourre ne soient jamais superposés. Donc il y a beaucoup de situations où il y a des problèmes de plan de charge majeurs, des conflits. Dans un laboratoire, on n'est pas un industriel, on se parle. Alors ce qui est intéressant, et ce qui m'a beaucoup intéressé moi sur Planck, mais avant aussi, c'était justement d'être avec les gens, enfin, que ce soit ceux de ce labo ou d'à côté, parce qu'on s'en fout, on va les voir, c'est de travailler avec eux, c'est de voir quels sont leurs problèmes, de les anticiper avec eux, sachant que quand on anticipe un problème, on gagne 6 mois, du moins on ne les perd pas. On est quand même dans un cadre très contraint, on a des dates de livraison, on a des modèles, donc ça remonte avec des dates d'essai, et on voit bien que pour arriver à faire admettre ça et que ça tienne la route à des équipes de laboratoire, il faut leur parler. Alors, à l'IAS, en fait, il y a donc un très fort respect en fait, entre les équipes scientifiques et techniques et l'administration. Les gens, que ce soit les chercheurs ou bien les ingénieurs, techniciens, ils viennent régulièrement voir les gens de l'administration. Donc, parfois, il y a des réunions auxquelles on assiste où on évalue la quantité de travail ou les choses qui vont être à réaliser. Mais après, les gens viennent régulièrement voir leurs différents contacts à l'administration. Si on regarde d'ailleurs les personnels de l'administration, il y en a beaucoup qui sont là depuis très très longtemps, une trentaine d'années, voire qui ont fait toute leur carrière à l'IAS. Donc en fait, c'est que les gens se sentent bien. Il y a un turnover qui est très très faible. Et puis, on stocke les résultats. Alors dans l'espace, en plus de ces micrométéorites, il y a des débris orbitaux qui nous intéressent pas. L'équipe astrochimie, qui s'appelait d'ailleurs au début astrochimie expérimentale, c'était un peu une équipe un peu à part. L'équipe a évolué, elle a changé de nom, elle a pris le nom de Astrochimie et Origine, a commencé à changer de statut pour passer de équipe transverse à petit à petit équipe à part entière, parce qu'on n'a pas exactement le même poids dans le laboratoire quand on est équipe transverse ou quand on est équipe à part entière. Je ne voyais pas trop l'intérêt de rester cantonné aux manips de laboratoire, parce que pour moi, dans ce cas-là, ce genre de manip de laboratoire, ça peut être fait dans n'importe quel autre laboratoire. Le faire ici à l'IAS, il faut que ça ait un but et un lien réel avec les missions spatiales. Et le fait de rentrer plus directement en interaction avec des personnes PI de mission, COI de mission, être soi-même COI d'instrument, ça implique aussi un type de compétence qui est un peu différent. Il faut s'adapter aussi à ce type de travail-là, il faut s'adapter aux contraintes qu'il y a liées à un instrument spatial. C'est one shot dans l'espace.
Et on se débrouille avec ce qu'on reçoit et on se débrouille avec les données qui ne sont jamais parfaites, jamais réellement ce qu'on attendait. Et il faut développer quelques trésors d'ingéniosité pour en sortir un résultat. Dans la recherche, il faut rester quand même assez curieux, je pense. De base, on est quand même curieux, donc on peut être vite accroché par quelque chose. Mais si c'est en plus être accroché sur quelque chose avec quelqu'un qu'on apprécie humainement, et avec qui on apprécie travailler, avec qui on s'enrichit mutuellement, bon, c'est encore mieux. Ça va des aspects théoriques à l'instrumentation, de l'univers primordial aux derniers milliards d'années de l'histoire de l'univers. Donc là, on travaille effectivement, il y a beaucoup d'interactions, même si on ne publie pas forcément souvent des articles ensemble, mais on s'enrichit quasi quotidiennement d'une certaine manière. Parce qu'il y a une bonne ambiance, donc on discute facilement. Parce qu'il y a ces réunions de groupe, une fois par semaine, on discute vraiment de sciences, d'articles, et qui permet de se tenir au courant de ce que font les uns les autres. Alors évidemment, avec des groupes, des affinités plus marquées entre ces trois-là et d'autres entre eux. C'est normal, c'est jamais tout homogène. Une équipe, c'est plusieurs personnes qui travaillent de concert. Et moi, je me vois plutôt comme plus comme un accompagnateur, un trait d'union entre les différentes personnes qui composent l'équipe et aussi la direction du laboratoire. Dans notre équipe, on a pris tour à tour plus ou moins le rôle de responsable d'équipe, donc en fonction des disponibilités, des engagements de chacun. On se répartit les tâches en fonction des sensibilités, des expertises de chacun. Et on est obligé de se répartir et de collaborer ensemble parce qu'on a beaucoup à faire. Et puis, on ne maîtrise pas du tout toute la chaîne du début à la fin dans un projet spatial. Donc, vraiment, on s'épaule les uns les autres. Petit à petit, toutes les équipes arrivent et on construit l'instrument, on met bout à bout, on teste, etc. Et là, ce qui est passionnant, c'est de voir que ce qu'on a fait, ça fait fonctionner ce pourquoi on devait faire. Et ça, c'est une phase qui est, moi, je trouve passionnante parce que à quoi on a pensé comme une construction d'une maison, on a pensé depuis le début, ça prend forme, ça marche, on rencontre les autres équipes, on les a eu beaucoup au téléphone, mais là, on les voit, on fait les tests ensemble. Et il y a tout un aspect humain de travail ensemble qui, moi, je trouve, est particulièrement intéressant. On suit après l'intégration de l'instrument sur le satellite et puis les tests qui sont faits à travers le satellite, puisque l'idée, c'est qu'après, ce n'est plus les installations au sol ni la station d'étalonnage qui fera fonctionner nos instruments, mais le satellite. Là, c'est encore une autre dimension, parce qu'on rentre dans un système qui est un système industriel, donc ça demande une adaptation et de leur part et de notre part. Et bien, une fois que le satellite est en l'air, on est encore là pour mettre nos détecteurs à température et après, on teste l'instrument, c'est ce qu'on appelle le commissioning. Et les scientifiques commencent à voir leur signal arriver, leurs observations. Et là, voilà, on se dit, rétrospectivement, on se dit, mais comment on a réussi, après 10 ans, 15 ans de travail sur un instrument, comment on a fait pour arriver à faire en sorte que ça marche avec tout ce qu'on a rencontré comme difficulté. Une très grande partie des problèmes techniques qu'on a, c'est les parties des projets qu'on sous-traite à des entreprises privées. Parce qu'eux n'ont pas cette capacité systématiquement à maintenir l'expérience et la compétence technique sur des projets aussi pointés. Les projets sont compliqués, les scientifiques demandent la pointe des performances, donc oui, il y a des problèmes. Mais on peut s'appuyer sur la manière dont on a résolu les problèmes dans le passé pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Si vous n'avez plus les personnes, si vous n'avez plus cette expérience, vous perdez cette capacité. Depuis 10 ans, les moyens techniques, les personnels techniques de labo sont en diminution, parce qu'on n'arrive pas à recruter suffisamment d'ingénieurs et de techniciens pour maintenir le cadre technique. Donc ce problème-là, il est de plus en plus aigu. Donc je crains qu'à force de diminuer les ressources
en personnel permanent, on diminue le taux de succès qui, jusqu'à présent à l'IAS, a été quasiment de 100%. Comment ça marchait bien jusqu'en 2010-2015 à peu près? Vous aviez des ingénieurs et techniciens, hommes et femmes, d'ailleurs de ce point de vue-là, l'IAS est plutôt bien positionné, qui arrivaient à l'IAS sur contrat temporaire payé par le CNES pour 2-3 ans sur un projet. Ils acquéraient au contact des personnels permanents qui avaient fait d'autres projets avant cette expérience du projet spatial. On avait la possibilité d'en recruter entre 30 et 40% qui ensuite passaient dans le cadre permanent et conservaient leur expérience du projet passé, continuaient sur de nouveaux projets et pouvaient apporter leur expérience aux nouveaux personnels temporaires qui arrivaient sur les nouveaux projets. Cette possibilité de recruter des personnels temporaires sur des postes permanents est de plus en plus faible. Donc cette transmission de la compétence, elle est de plus en plus difficile. Il y a des secteurs entiers de la recherche spatiale, l'observation de la Terre, où il n'y a pas de labo spatial. Tout est sous-traité à l'industrie. Mais dans l'industrie, c'est encore plus compliqué de maintenir les compétences parce que les priorités du conseil d'administration, des actionnaires, la reprise par telle ou telle boîte internationale font qu'il n'y a aucune stabilité. Typiquement, quelqu'un qui a acquis l'expérience, il peut être licencié 3 ans plus tard parce qu'il y a un petit coup de mou dans les commandes. Pour quelqu'un qui est, comme moi, versé dans l'instrumentation, c'est aussi des fois pas facile de trouver la bonne personne à qui essayer de transmettre les connaissances acquises. Pour trouver la perle rare, il faut maintenir des contacts via l'enseignement aussi avec des filières qui peuvent être des viviers pour ce type de personnes. Alors on est en contact par exemple avec des grandes écoles qui vont avoir une orientation technique, des gens par exemple à l'Institut d'optique, qui vont des fois venir chez nous faire une thèse en instrumentation et qu'on a recruté d'ailleurs par la suite, ça s'est trouvé. Donc on trouve des gens comme ça, peut-être plus via ces filières techniques ou ingénierie, plutôt que via les filières scientifiques classiques. Quand je vais enseigner, mon but premier, c'est pas que les étudiants engrangent un certain nombre de lois, de théories, de principes ou éventuellement de savoir-faire scientifique ou technique. Ça, je dirais, il faut le faire parce que ça fait partie des programmes, etc. Mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, si j'y arrive, c'est plutôt de leur apprendre à réfléchir, à utiliser cet ensemble de connaissances que je leur donne, que j'essaie de leur expliquer, etc., pour s'ouvrir l'esprit d'une certaine façon, avoir un univers plus large, un univers intellectuel plus large. Certaines choses peuvent réellement servir, je ne sais pas, peut-être pourront leur servir dans leur métier futur, mais d'autres, c'est juste vraiment apprendre à réfléchir, à avoir un esprit critique. Ça, c'est hyper important et pour moi, c'est ça ce que j'aimerais qu'ils apprennent avant toute chose. C'est d'avoir cet esprit critique et de s'autoriser à penser par soi-même, ce qui n'est pas toujours gagné. Je n'avais pas spécialement envie d'enseigner et finalement, je suis vraiment très contente. Et il y a une dimension humaine dans l'enseignement qui est très importante. Et je pense qu'il apporte beaucoup et qui apporte beaucoup d'équilibre en fait dans son travail, dans sa vie de chercheur. On est toujours un peu des espèces d'éternels étudiants qui apprennent toujours de nouvelles choses et qui remettent en cause ce qu'on a appris. Et donc ça, forcément, ça doit transparaître dans notre façon d'enseigner. Et donc la remise en cause des connaissances, je pense que c'est un point donc très important que les jeunes, les étudiants doivent intégrer. En fait, un chercheur et une chercheuse, c'est un élément d'un tout, c'est un élément d'un collectif. Et ce collectif, c'est un collectif qui a
en même temps une diversité de savoir, une diversité de compétences, depuis justement l'instrumentaliste qui a conçu l'instrument qui a été du coup réalisé par des ingénieurs et des techniciens, qui finalement ensuite a été envoyé dans l'espace, dont les données sont récoltées par nos collègues ingénieurs en informatique et qui à la fin est analysé, interprété par nous les chercheurs et par nous les chercheurs et nos étudiants. Et qui sont absolument fondamentaux dans ce processus collectif pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'en fait, ils apportent des idées nouvelles, des approches nouvelles, des façons nouvelles de travailler, et aussi ils motivent quelque part notre démarche scientifique, notre envie de transmettre le savoir. Le risque, c'est que les succès passés en termes de développement de compétences vous mènent à une telle surchauffe sur les projets en cours qu'il n'y a plus les moyens pour développer la suite. Donc cet équilibre-là, il faut le maintenir. Actuellement, par exemple, l'IAS a quand même réussi à maintenir des projets d'études dans le domaine de la cosmologie qui sont de la vraie R&T. C'est-à-dire là, on prépare l'avenir. Et il y a des équipes techniques autour de ce projet pour préparer les missions de cosmologie de 2030, 2035, parce que si on ne les prépare pas maintenant, on n'aura pas la compétence. Mais c'est très difficile, compte tenu de la baisse des effectifs techniques et du fait qu'il faut assumer les priorités de ce que vous avez réussi à faire passer il y a 5, il y a 10 ans, et qui maintenant, il faut les faire avec succès. Donc cet équilibre-là, il est difficile. Il est d'autant plus difficile que vos moyens sont en réduction. Cette tendance à faire que les marques d'un succès scientifique soient des marques d'un succès immédiat est une tendance qui est complètement généralisée. C'est une tendance qui est généralisée au niveau européen et une tendance qui est généralisée, du coup, qui cascade au niveau national. Parce que les gens, pour le dire crûment, en veulent pour leur argent tout de suite. Et on voit bien que c'est un cercle vicieux et c'est un grand problème parce que, bien entendu, on peut toujours écrire une proposition de recherche certifiant qu'on va avoir des résultats immédiats, et on peut même avoir des résultats immédiats, des résultats dans les 1 an et demi, dans les 3 ans. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les résultats qu'on obtiendra, ce ne seront que des résultats dont on est sûr, et donc des résultats qui ne sont finalement ni risqués, ni particulièrement intéressants, ni à même à repousser les frontières. La recherche, c'est repousser les frontières. Et repousser les frontières, ça se fait, je répète, en prenant des risques. Et on ne peut pas prendre des risques sur des projets de 3 ans, ni de 5 ans. Alors, un des avantages de l'Europe aujourd'hui, c'est d'avoir réalisé qu'il y avait de la place pour des projets, je dirais, à un petit peu moyen terme, des projets à 5 ans. Ce sont notamment les projets qui sont financés par la European Research Council, le ERC, et dans lesquels ils tolèrent une part de risque avec une part de résultats garantis qui, finalement, rassure les financeurs. Si vous visez le succès à tous les coups, vous ne pouvez pas faire d'innovation. Donc il faut trouver là aussi cet équilibre, suffisamment d'innovation pour aboutir à quelque chose qui sera reconnu comme spécifique et utile, et pas trop pour ne pas vous planter. Donc cet équilibre-là, il est difficile. Le succès n'est pas toujours au rendez-vous, mais il est nécessaire. L'Agence spatiale européenne a lancé une réflexion sur le thème « Voyage 2050 ». Voyage 2050, ce sont des questions posées aux scientifiques de l'Union européenne, mais pas que, sur leur vision des questions scientifiques qu'il faudra aborder via le lancement d'une future génération de satellites pour justement répondre à ces questions. Cette projection à 30 ans ne peut se faire que si elle s'accompagne d'un accompagnement de la recherche sur cette période-là, parce que ce n'est pas en 2050 qu'on réussira comme ça à lancer ces satellites, quoi.